bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, bon, ça marche. Alors, on va attendre une petite minute que tout le monde arrive. Puis il n'est pas tout à fait 16h30. N'hésitez pas à signaler le moindre problème. Tous les participants, là, ça va, vous entendez correctement? Et vous voyez l'affichage? Bon, très bien. On va commencer cette présentation. Donc, vous allez voir dans un premier temps un diaporama où il sera question, le thème de ce diaporama, c'est équiper son entreprise d'un défibrillateur pour sauver des vies. Et donc, vous allez comprendre en quoi l'appareil, le défibrillateur, peut vous aider à sauver des vies si un jour, malheureusement, vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, donc dans votre entreprise ou dans votre vie, malheureusement, de tous les jours. Donc, d'abord, il y aura le diaporama et suite à cette présentation, nous essaierons de répondre à vos questions que vous pouvez, vous l'avez vu, d'ores et déjà poser dans la fenêtre de chat. Alors, je me présente, bien entendu. Je suis Cécile Terrasson, assistante prévention du service de santé au travail du nord de Lyon, service qui est basé à Sens. Je suis assistée pour cette présentation par Laetitia Basseville, que vous voyez dans la petite fenêtre. Bonjour, et je suis infirmière également dans le même service que Cécile. Voilà, une de nos infirmières santé-travail, donc notre caution médicale du jour. Et il y a également Lucas Strugard, qui est intervenant en prévention, mais qui n'est pas là aujourd'hui en tant que préventeur, mais pour gérer d'éventuels problèmes de maintenance et de technique. Donc, vous n'allez pas le voir. Alors, on va démarrer la présentation avec le sommaire. Nous allons dans un premier temps aborder l'arrêt cardiaque avec quelques statistiques françaises. Comment agir, comment réagir face à un arrêt cardiaque? Pourquoi la défibrillation peut être d'une grande utilité? Et si on dispose de l'appareil, comment doit-on l'utiliser? Deuxièmement, on verra quelles entreprises sont tenues par l'obligation d'installer un défibrillateur et notamment quels ERP, donc établissements recevant du public. Troisièmement, lorsque on a installé un défibrillateur dans l'entreprise, dans un établissement, quelles sont les obligations à tenir ensuite pour le maintenir en état de fonctionnement? Combien ça coûte? Et si l'on souhaite se former au secourisme, comment procéder? Et comme je vous l'ai dit, il y aura ensuite un temps d'échange sur cette thématique. Alors, je vois, l'une de vous deux devrait couper son micro, je pense. Alors, nos deux micros sont coupés, normalement. Il y a un écho. Bon. Alors, on va continuer quand même. Lucas va essayer de régler le problème. Alors, quelques données, je vous disais, statistiques. Donc, en France, il y a chaque année environ 45 000 à 50 000 décès par arrêt cardiaque, ce qui représente un décès toutes les 11 minutes environ, 130 décès par jour. Pour 63%, les victimes sont des hommes,
35% des femmes et 2% des enfants. Et il faut savoir qu'en France, l'âge moyen de l'arrêt cardiaque, c'est 68 ans. C'est à peu près le même âge dans tous les pays industrialisés. Et une bonne chose à savoir également, c'est que 70% de ces arrêts cardiaques ont lieu devant témoins. Alors, le taux de survie en France, il n'est pas très bon, hein, il est de 5%. Il est 5 fois inférieur à d'autres pays du nord de l'Europe, hein, comme l'Allemagne, les pays scandinaves. Malgré tout, on estime que on pourrait augmenter ce taux de survie avec l'utilisation et la mise en route d'un défibrillateur sur la victime et la pratique rapide du massage cardiaque. On dénombre en France environ 200 000 défibrillateurs, donc c'est marqué entre parenthèses DAE, c'est défibrillateurs automatisés externes. Malgré tout, on estime qu'il y a un déficit d'environ 400 000 appareils. Pour avoir une bonne couverture, hein, une bonne protection, il faudrait en fait un défibrillateur pour 1000 habitants. En plus de ce déficit d'appareils, on peut déplorer une mauvaise communication sur les lieux équipés. Il y a quelque temps, par exemple, un homme est décédé d'une crise cardiaque en faisant son marché à Poitiers. Il y avait bien un défibrillateur sur place, mais il était placé dans le parking souterrain et non pas dans la halle, pas au niveau du marché. Donc, il aurait fallu mieux le signaler et également informer les commerçants. Alors, il faut savoir que lors d'un arrêt cardiaque, chaque minute sans massage, c'est 10% de chances de survie en moins. En fait, tout se joue dans les 4 premières minutes qui suivent le malaise cardiaque. On estime qu'au-delà de ces 4 premières minutes, des lésions neurologiques peuvent s'avérer irréversibles. D'où l'importance de secourir avant même l'arrivée des secours professionnels qui mettront pour les pompiers 8 à 12 minutes pour arriver et pour le SMUR, hein, le camion du SAMU, une quinzaine de minutes. Alors évidemment, ça c'est une moyenne nationale, hein, mais dans nos campagnes, le délai peut être malheureusement beaucoup plus long. Alors, pourquoi la défibrillation est capitale? Eh bien, il faut savoir que chez l'adulte, on vous rappelle que l'arrêt cardiaque, l'âge moyen de l'arrêt cardiaque, c'est 68 ans. Eh bien, cet arrêt cardiaque est dans 80% des cas consécutif à une fibrillation ventriculaire. Alors, ça correspond à des contractions anarchiques et surtout inefficaces du cœur. Alors, cette fibrillation peut malheureusement durer pendant quelques minutes et, si on ne fait rien, aboutir à l'arrêt cardiaque définitif. On verrait à ce moment-là un électrocardiogramme plat. Alors, le défibrillateur automatisé externe va permettre de repérer ce trouble du rythme lors de l'analyse et va provoquer d'envoyer un choc électrique pour rétablir un rythme normal et à nouveau efficace. Donc, je vais maintenant passer la main à Laetitia qui va vous expliquer la conduite à tenir face à un arrêt cardiaque. Du coup, comment agir face à un arrêt cardiaque? Dans un premier temps, déjà, bien sûr, il faut le repérer. Comment on peut le repérer? Déjà, on voit la victime allongée sur le sol. Donc, on va essayer de la mettre dans une zone sécurisée. Hors d'un couloir, éloigné d'un escalier, par exemple. Pour pouvoir faire cet examen, il va falloir s'approcher au plus près de la victime. Le mieux, c'est vraiment de se mettre à genoux près d'elle. Et comme présenté sur le schéma en dessous, on va mettre 2 doigts en dessous le menton, une main sur le front et on va basculer doucement la tête de la victime. Ainsi, on placera son oreille près du nez et de la bouche de la victime afin de ressentir un souffle sur la joue. Et en même temps, ça permet de visualiser l'abdomen et de voir s'il y a des mouvements qui se font.
Là, on se rend compte que la victime ne respire plus. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on appelle les secours, le 15, le 18 ou le 112. Et surtout, on suit les consignes données par l'opérateur. En aucun cas, on ne raccroche en premier. On va masser le cœur de la victime. Même si vous n'avez pas été formé au massage cardiaque, sachez que c'est important quand même de faire ces mouvements. Mais pendant ce temps-là, on peut appeler, puisqu'on est dans une entreprise, on est dans des locaux, donc il y a sûrement des collègues. On appelle à l'aide pour que quelqu'un puisse nous ramener un défibrillateur. On va mettre en place le défibrillateur dès que possible. Donc, on met une électrode sur la clavicule droite et une autre en dessous le cœur. Comment on l'utilise? Il y a des instructions vocales. Cet appareil est fait pour nous guider. Même si on n'en a jamais vu, si on ne sait pas comment ça fonctionne, on suit tout ce qui est dit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on place les électrodes sur la peau nue de la victime. En général, il y a même une paire de ciseaux avec cet appareil. Le défibrillateur va faire lui-même le diagnostic. Il va délivrer un choc que si nécessaire. En tout cas, on s'éloigne de la victime pendant le choc et au moment de l'analyse. Le défibrillateur va alors vérifier si le cœur est reparti et vous donnera les instructions à suivre. Il peut très bien dire, après le choc, allez, on continue le massage cardiaque. Voici le schéma pour bien passer les électrodes. Donc, il y en a bien une sur la clavicule à droite et l'autre en dessous le cœur. Alors, quelles entreprises doivent s'équiper d'un défibrillateur? Certains établissements recevant du public, ERP, selon leur catégorie et leur capacité d'accueil, sont concernés par la loi du 28 juin 2018, une loi qui a été votée à la quasi-unanimité par les deux assemblées. Quand il est question de santé publique, en général, nos élus se bagarrent moins. Même si cette loi concerne uniquement les ERP, il est tout de même judicieux d'équiper aussi les entreprises qui n'accueillent pas de public. Prenez le cas d'une entreprise de 50 salariés, par exemple, qui n'accueillerait que le personnel. Un arrêt cardiaque peut malgré tout se produire un jour pour diverses raisons, comme l'effort physique lié à certaines tâches de travail, la charge mentale, l'âge vieillissant des salariés, etc. La présence d'un défibrillateur sur le site permettra incontestablement d'améliorer les chances de survie de la victime, de la reprise de l'activité cardiaque de son cœur. D'autant que cet arrêt cardiaque est sûrement survenu devant des collègues, donc des témoins qui peuvent secourir. En plus, il faut savoir qu'en cas de décès d'un salarié dans l'entreprise du fait d'un défaut de sécurité, la responsabilité de l'employeur est engagée. C'est stipulé dans le Code du travail, le Code pénal et le Code de la santé publique. Si l'arrêt cardiaque est considéré comme accident de travail, les conséquences sont également financières. Alors, qu'est-ce qu'un ERP? C'est un bâtiment où les personnes extérieures sont admises. Les commerces et services de proximité, par exemple, sont des ERP et sont concernés selon leur catégorie et capacité d'accueil par la réglementation, la loi du 28 juin 2018, et ce, quelle que soit leur activité. Par contre, une entreprise qui n'accueille que son personnel n'est pas classée ERP. Alors, vous voyez ici les 5 catégories d'ERP concernées par la réglementation, l'obligation d'installer un défibrillateur et les dates d'échéance. Donc, en catégorie 1, on a les établissements accueillant plus de 1500 personnes. Et catégorie 2, les établissements accueillant entre 701 et 1500 personnes.
Catégorie 3, les établissements accueillant 301 à 700 personnes. Donc, pour ces 3 premières catégories, l'échéance, l'obligation d'installer le défibrillateur, l'échéance, c'est janvier 2020. Donc, normalement, c'est déjà fait. Pour la catégorie 4, ce sont les établissements accueillant moins de 300 personnes. Et pour cette catégorie 4, l'échéance, c'est janvier 2021. Donc, c'est pareil, ça doit être fait. Et enfin, la catégorie 5, donc ce sont les établissements qui ne sont ni catégorie 1, 2, 3 et 4, pour lequel l'effectif du public n'atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité. Et là, l'obligation d'installation du défibrillateur, c'est janvier 2022. Donc, c'est dans 2 mois. Alors, les catégories de 1 à 4 prennent en compte le public et le personnel. Par contre, la 5e catégorie ne prend en compte que le public accueilli. Alors, le classement de ces ERP est étroitement lié avec la thématique de la prévention et de la sécurité incendie au sein des bâtiments. À chaque création ou modification de RP, le maître d'ouvrage propose un classement qui sera validé ou non par le SDIS. La réglementation, en fait, est celle de la sécurité incendie. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, vous trouverez votre classement et type de RP dans votre registre sécurité incendie. Et donc, on l'a dit, ce classement tient compte de votre activité et de l'effectif maximal de public que votre établissement peut accueillir. Donc, vous avez ici la liste officielle des établissements de catégorie 5 qui sont concernés par l'obligation d'équipement de défibrillateurs. Donc, nous avons les structures d'accueil pour personnes âgées, les structures d'accueil pour personnes handicapées, les établissements de soins, alors les petits établissements de soins, vous vous doutez bien que dans les hôpitaux, il y a ce qu'il faut en défibrillateur. Les petits établissements de soins, ça sera le cabinet de votre généraliste, par exemple. Les gares, donc là aussi, ce sont nos petites gares de campagne qui ont maintenant cette obligation. À Saint-Lazare, je suppose que c'est déjà fait, puisque c'est en catégorie 1. On a les établissements sportifs clos et couverts, nos gymnases, les hôtels et restaurants en altitude et les refuges de montagne. Alors ça s'explique parce que lorsqu'il y a un arrêt cardiaque dans un refuge de montagne, les secours vont évidemment mettre du temps à arriver et donc on va compter sur la présence d'un défibrillateur sur le site. Alors, sachez que lorsque plusieurs ERP sont situés sur un même site géographique, l'équipement en défibrillateur peut être mutualisé. On le voit notamment dans les galeries marchandes où chaque boutique n'a pas son propre défibrillateur, mais on va en trouver par exemple à chaque étage ou auprès de chaque agent de sécurité. En fait, l'essentiel, c'est que l'appareil soit accessible et posé en moins de 5 minutes pour répondre à l'urgence cardiaque. Alors, une fois qu'on a pris la décision d'installer un ou plusieurs défibrillateurs dans son entreprise, que faut-il faire? Eh bien, il faudra réfléchir à 3 logiques d'installation. Déjà, il y a une logique de nombre. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour répondre aux besoins. Si le site est très grand, il faudra peut-être qu'il y en ait plusieurs. Il faudra qu'ils soient placés dans des endroits visibles et fréquentés. Ensuite, il y a une logique de délai d'intervention. En fait, là où le temps que mettront les secours professionnels à arriver risque d'être plus long. Et pour finir, il y a une logique d'accessibilité, avec notamment un placement en extérieur si possible, dans un boîtier pour le protéger des intempéries et assurer le maintien à une température constante. C'est aux alentours de 17 degrés, température préconisée par le fabricant.
En conclusion, hein, il est impératif d'installer l'appareil dans un endroit facilement identifiable et connu du plus grand nombre et de le rendre utilisable rapidement. L'installation du défibrillateur doit aussi répondre à 3 obligations. Donc, il y a une obligation de maintenance. Mettre un défibrillateur à disposition du grand public ou du personnel de l'entreprise, c'est s'engager à assurer une maintenance régulière pour que l'appareil soit opérationnel à tout moment, et puis surtout dès qu'on en a besoin. Et donc cette maintenance passe par la supervision en fait du dispositif par un technicien agréé qui va vérifier les consommables, la batterie et les électrodes, et mettre à jour, si besoin, le logiciel interne. Il y a aussi une obligation de signalétique. Bien signaler la présence du DAE permet à tout témoin d'un arrêt cardiaque de s'en munir le plus vite possible. Rappelez-vous l'exemple de l'arrêt cardiaque au marché à Poitiers. Le problème, c'était non pas l'absence du défibrillateur, mais c'était le mauvais signalement. Pour signaler donc la présence d'un défibrillateur, on va apposer ce type d'étiquette à fond vert à proximité en fait de l'appareil. Et pour les DAE installés depuis janvier 2020, il y a obligation d'apposer ce type d'étiquette-là, rouge et verte, rouge et blanche, que vous voyez sur la diapo. Et sur cette étiquette, il est marqué le nom du modèle, la raison sociale de l'exploitant, le nom du responsable, la date de la prochaine maintenance, la date de remplacement de la batterie ou des électrodes. Et pour finir, il y a une obligation de déclaration. Tous les exploitants de défibrillateurs ont l'obligation de déclarer les données d'implantation et d'accessibilité de l'appareil au sein d'une base de données nationale pour diffuser l'info auprès des citoyens, mais aussi auprès des services de secours et d'aide médicale d'urgence. En fait, quand vous appelez pour signaler un arrêt cardiaque, l'intervenant que vous avez au téléphone va vérifier dans cette base de données s'il y a des défibrillateurs à proximité et va vous indiquer leur localisation. Donc, pour faire cette déclaration, il faut déposer un fichier sur le portail de déclaration godae.atlassanté.fr. Alors, c'est une très bonne chose de disposer d'un défibrillateur, on l'a vu, que c'était fortement utile, mais on se sent toujours mieux armé si l'on a quelques notions en matière de secourisme. Donc, si vous souhaitez vous former, vous pouvez contacter votre service de santé au travail qui peut-être dispense la formation, formation SST par exemple, sauveteur secouriste du travail. Donc, c'est le cas de notre service STNY. Ou si c'est pas le cas, eh bien, votre service de santé au travail pourra vous indiquer les structures formatrices. Vous pouvez également vous mettre en relation avec les pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge, le centre d'enseignement des soins d'urgence. Vous pouvez aussi consulter, solliciter un organisme régional de formation, un organisme privé. Et vous pouvez aussi consulter le site de l'INRS où figure la liste des organismes habilités par le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Depuis 2014, il y a eu 515 signalements d'incidents qui ont été rapportés en fait à l'Agence nationale de sécurité et du médicament pour des batteries déficientes, chocs non délivrés, rythmes non analysés, des électrodes non reconnues. Une fois sur deux, le problème a été identifié lors d'une action de contrôle ou de maintenance, c'est-à-dire en dehors de la prise en charge d'une victime. Ce qui signifie forcément qu'une fois sur deux, c'est en voulant secourir une victime que l'on s'est aperçu que le défibrillateur ne fonctionnait pas.
on estime que 20 à 30% des défibrillateurs français ne seraient pas en état de marche, d'où l'importance d'une bonne maintenance. Oui, mais quel budget pour un défibrillateur? Pour l'appareil en lui-même, il faut compter environ 1 500 €. Pour les électrodes, de 70 à 120, qu'elles soient pédiatriques ou pour les adultes. La borne qui protège le DAE, faut compter environ 600 €. La maintenance, c'est environ 150 € par an. Par contre, il est possible de louer l'appareil sur une durée choisie. C'est sur la base d'un forfait mensuel, incluant les prestations de maintenance, les consommables et une assistance 365 jours par an, et le coût, c'est d'environ 30 à 50 € par mois. Alors, sachez qu'il existe des applications téléchargeables sur Android ou Apple Store qui vous permettent de localiser les défibrillateurs accessibles autour de vous. Les plus connus, c'est Staying Alive, Le Bon Samaritain ou Sauve Life. Je pense qu'il y en a d'autres. Et puis, il y a, on l'a dit, hein, l'application de la base de données nationale GeoDAE. Les entreprises qui sont équipées d'un défibrillateur peuvent évidemment communiquer via leur site internet, hein, si elles en ont un, et en interne auprès des salariés, hein, par le biais de réunions, hein, ou de formations. Voici des exemples d'interfaces de ces applications mobiles. Donc là, c'est avec Sauve Life, là, c'est Staying Alive, et là, Le Bon Samaritain. Et vous voyez aussi un défibrillateur posé en façade de bâtiment avec ce fameux boîtier de protection, hein. Ici, vous pouvez voir le défibrillateur de notre service, STNY, qui se trouve dans notre salle d'attente. Il y a la signalétique, hein. On a aussi apposé un autre écriteau à l'entrée, hein, en entrée de bâtiment, et la localisation sur Google Maps. Pour finir, voici une liste de liens utiles sur le sujet. Donc, vous avez la possibilité de revoir ce webinaire qui va être mis en ligne, hein, sur la chaîne YouTube de MT71. Vous avez moyen de prendre connaissance du contenu complet de la loi, hein, du 28 mai 2018. Vous pouvez consulter le portail officiel, hein, dont je vous ai parlé, qui recense tous les défibrillateurs accessibles au grand public. On vous a mis aussi un lien sur une vidéo avec une victime d'arrêt cardiaque. Cette vidéo, elle est intéressante parce qu'on voit toutes les étapes, en fait, le salarié qui tombe dans son bureau, un témoin qui va faire l'examen, qui va constater l'arrêt cardiaque. Il y a le passage de l'alerte, la mise en place du massage cardiaque et du défibrillateur. Et puis enfin, il y a un petit test pour évaluer vos connaissances ou compétences en matière de secourisme. Voilà, nous vous remercions pour avoir été attentifs, hein, nous vous remercions de votre attention, donc, et nous allons maintenant répondre aux questions. Donc, j'espère que les problèmes d'écho ont été réglés. On va revenir peut-être au tout début parce que moi, je vous avouerai que j'ai pas trop regardé en même temps. Alors, bon, il y a eu les problèmes d'écho, bon. Pouvez-vous vous présenter? On l'a fait, hein, Cécile Terrasson et Laetitia Basseville. Aurons-nous le document de présentation? Oui, hein, il va être le support de présentation, donc sur le format diaporama va aussi être mis en ligne. Tous les replays supports sont mis en ligne. Ben voilà, hein, c'est marqué sur le site de présence, tout à fait.
Merci d'avoir répondu pour nous. Couper le son, d'accord. Alors, l'utilisation du défibrillateur est-elle différente dans le cas d'un enfant ou d'un bébé? Alors oui, d'ailleurs, vous avez vu dans la diapo sur le budget que les électrodes adultes étaient beaucoup moins chères que les électrodes enfants, enfin ce qu'on appelle les électrodes pédiatriques. En fait, ces électrodes pour les tout petits, elles vont être placées différemment. On a vu que pour l'adulte, c'est clavicule droite et sous le cœur, et chez le bébé, en fait, c'est milieu de la poitrine et dans le dos, derrière, enfin entre les omoplates. En fait, la différence de placement des électrodes permet de diminuer l'intensité électrique envoyée. Maintenant, les enfants, à ce type de petit public, la défibrillation ventriculaire est quand même beaucoup plus grave. On est plus sur des cas de mort subite, hein, où le cœur va s'arrêter d'un seul coup. Et donc, pour le coup, le défibrillateur n'a pas d'utilité. Mais enfin, en tout cas, bien sûr, on peut défibriller un enfant hein, avec un bon placement des électrodes. En cas d'installation d'un défibrillateur à l'extérieur, quelles sont les limites de température? Bien, en fait, l'armoire de protection va garantir une température constante. Je vous disais d'environ 17 degrés, hein, qu'il gèle ou qu'il y ait la canicule dehors. Hein. L'idée, c'est pas de faire envie en montrant un joli défibrillateur dans un boîtier. Hein. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit opérationnel hein, lorsqu'on va décrocher l'appareil. Donc, il faut évidemment qu'il puisse être opérationnel par tous les temps. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une bonne armoire de protection. Alors, quelle catégorie ERP pour une association recevant des traumatisés crâniens de jour de 70 personnes. Je pense qu'on sera en catégorie 5, mais catégorie 5 tenue par l'obligation réglementaire, puisque ça sera, à mon avis, classé comme établissement de soins. Je suis responsable de séjour pour enfants de 6 à 15 ans. Quelle taille d'électrode préconisez-vous? Alors, c'est des électrodes pédiatriques. Hein. Si vous souhaitez vous équiper en défibrillateur, moi, dans la mesure où c'est vraiment en plus pour un public particulier, je vous conseille de ne pas acheter l'appareil sur Internet, mais de vous renseigner auprès d'une entreprise spécialisée qui saura vous conseiller sur les électrodes à utiliser en fonction du public potentiel, qui peut en avoir potentiellement besoin. Et pour un organisme de formation recevant 80 et 100 personnes, là, tout dépend de votre registre sécurité. Si vous êtes considéré comme ERP, à mon avis, organisme de formation recevant 80 à 100 personnes, il faut installer un défibrillateur. Hein. Vous avez un effectif qui est important et qui potentiellement peut faire un arrêt cardiaque. Une entreprise est-elle dans tous les cas obligée d'avoir un sauveteur secouriste dans son effectif? Le Code du travail dit qu'il faut un SST pour toute entreprise de 20 salariés. À partir de 20 salariés, il faut un SST. Le Code du travail est un petit peu plus pointu que ça. Il dit un SST dans les entreprises, ateliers ou chantiers où sont accomplis des travaux dangereux. Alors, c'est un petit peu vague, cette notion de travaux dangereux. De toute façon, une entreprise zéro danger, on le sait tous, ça n'existe pas. Donc, la bonne
la bonne philosophie, c'est de toute façon d'avoir une flotte de SST dans son entreprise. Mais la loi dit un SST pour 20 salariés. Mais évidemment, ce salarié, ce SST, il peut très bien être en vacances, il peut être malade. Donc, il faut, quand on désire former des secouristes au sein de l'entreprise, il faut réfléchir à un bon casting et à une bonne couverture à tout moment. Le coût est conséquent. Y a-t-il des possibilités d'aide financière pour l'acquisition pour une association? Alors oui, il y a des financements possibles. Alors pour les entreprises, le financement, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il faudra vous adresser auprès de votre CARSAT qui peut vous faire bénéficier de subventions, donc d'aide financière simplifiée. Malgré tout, il y a des conditions requises à l'attribution de ces subventions. Il faut avoir son document unique mis à jour. Il faut être à jour de ses cotisations URSSAF et il faut être adhérent d'un service de santé au travail. Voilà. Le montant de la subvention, c'est jusqu'à 70% du prix de l'appareil avec un plafond, je crois, de 700 €. Voilà. Pour les clubs et associations sportives, il y a une aide financière mise en place par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et la subvention, c'est 45% avec un plafond de 700 €. Pour les mairies et collectivités locales, eh bien, il existe la dotation d'équipement des territoires ruraux, ce qui remplace la réserve parlementaire depuis 2017. Et donc là, il faut s'adresser au conseil départemental ou au conseil général. Voilà. Et puis, il y a toujours aussi possibilité de mécénat de la part de banques et d'assurances. Mais c'est vrai que ça a un coût. C'est pour ça que la formule de location de l'appareil, ça peut être une bonne solution aussi. Les agences de travail temporaire sont également considérées comme ERP catégorie 5. Là, honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Il faut voir avec votre SDIS, si vous avez un registre sécurité, et puis voir si vous êtes dans la liste des dérogations. Je ne sais pas combien de personnes arrivent dans votre agence d'intérim. Si on est à plus de 300, si vous pouvez accueillir plus de 300, ben oui, vous êtes dans les catégories concernées. Je ne sais pas, il faudrait me préciser un petit peu plus. Et en contrat, est-ce que la CARSAT prend en charge un financement? Alors, je pense que j'ai répondu à ça par l'aide financière simplifiée. Vous pouvez obtenir des subventions. Par contre, j'ai entendu dire que ces aides financières simplifiées, le budget était fondé assez vite. Le budget alloué chaque année, ça fond assez vite. Donc, il faut faire vos demandes vraiment en début d'année. À partir de combien de personnes pour être en catégorie 5? Alors, catégorie 5, c'est moins de 300 personnes et c'est si vous... Je vais remettre la diapo, ça va être plus simple. La diapo, hop. Voilà, la catégorie 5, ce sont tous les établissements qui ne sont pas classés 1, 2, 3, 4, donc qui sont à moins de 300 personnes de toute façon, et dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas les chiffres fixés par la réglementation de sécurité. Donc là, c'est la catégorie 5, et ensuite, vous êtes considéré, vous êtes tenu par l'obligation d'installer un défibrillateur si vous répondez, si vous correspondez à cette liste-là.
C'est-à-dire que vous accueillez moins de 300 personnes et vous êtes structure d'accueil pour personnes âgées, structure d'accueil pour personnes handicapées, établissement de soins, petite gare, établissement sportif, on l'a dit, hein, et les hôtels, restaurants en altitude, les refuges de montagne, voilà. Donc, si on utilise le défibrillateur sans être formé et pour la première fois, risque-t-on d'aggraver l'état de la victime? Non, pas du tout. Cet appareil est bien fait. Il est fait pour que même les enfants puissent l'utiliser. Il y a toujours un guide au niveau vocal qui nous indique la marche à suivre. Donc, aucun risque. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, il est plus risqué à la limite de rien faire. Alors, je vois pour l'agence d'intérim, maximum 2 personnes en même temps en agence de travail temporaire. Donc, vous n'êtes pas soumis à l'obligation d'avoir un défibrillateur. Voilà. Maintenant, je le répète, faut pas non plus voir cette obligation réglementaire. Avoir un défibrillateur, c'est forcément une bonne chose, hein. C'est tout. Mais je comprends, ça a un coût et ça peut freiner, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si on a vu toutes les questions. Alors, un magasin de vente de matériaux de construction accueillant moins de 50 clients simultanément se situe bien dans la catégorie 4. Alors, moins de 50. En fait, c'est pas forcément le nombre de clients simultanément, c'est la capacité que vous pouvez accueillir, la capacité maximale que vous pouvez accueillir. Donc, votre magasin de vente de matériaux, peut-être que habituellement il n'y a jamais plus de 50 personnes en même temps, mais est-ce que il n'y a pas 300 personnes qui pourraient être sur place, hein. Sinon, au niveau de la catégorie, on serait effectivement en catégorie 4, hein, s'il y a un accueil qui est moindre qui est inférieur à 300 personnes. Et en contrat, est-ce que ça en a répondu? Oui, alors Laetitia a répondu pour le défibrillateur. En fait, il faut vraiment pas que ça soit une angoisse pour vous de poser cet appareil. Il n'enverra un choc électrique que s'il y a fibrillation ventriculaire. Alors, où s'adresser pour une formation spécifique au défibrillateur? Alors, j'espère quand vous faites installer l'appareil, que le technicien vous propose une petite prise en main, hein, avec un appareil de formation. Sinon, eh bien, vous pouvez vous adresser, comme pour la formation au secourisme, hein, vous pouvez vous adresser au service de santé au travail, vous pouvez vous adresser à la Croix-Rouge, vous pouvez vous adresser à la protection civile. N'hésitez pas, ils sont là pour ça, hein. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, quelqu'un écrit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Bon, eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé. C'était le dernier webinaire de la journée. Donc, voilà, c'est Merci gentil. beaucoup. Et maintenant, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée en tout cas. Au revoir.